Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire. Je vois que plusieurs d'entre vous êtes en train de vous connecter. Bienvenue. Ceux qu'on a vus aux portes ouvertes en fin de semaine sur le campus, j'ai envie de vous dire rebonjour. Et ceux pour qui c'est la première fois qu'on se rencontre cet automne, bien, bonjour pour la première fois. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Catherine Ouellette, donc je suis conseillère à l'admission et au recrutement ici à l'Université de Montréal. Et j'ai en ma compagnie aujourd'hui donc deux étudiants ambassadeurs qui ont eux aussi choisi l'Université de Montréal. Donc Clara, qui complète actuellement une maîtrise en psychoéducation, et Salim, qui est au doctorat en philosophie. Donc bonjour à vous deux, merci. On aura la chance de vous reparler un peu plus tard. Donc, j'ai envie qu'on commence le webinaire avec quelque chose de différent, mais surtout avec quelque chose de franchement utile pour vous. On sait qu'un grand nombre d'entre vous se posaient toujours les mêmes questions sur l'Université de Montréal. Donc, on va vous lancer une vidéo tout de suite en commençant dans les prochaines minutes. Vous allez voir, ça va sûrement répondre à plusieurs interrogations que vous aviez. Puis après vous avoir lancé cette vidéo-là dans laquelle vous allez me revoir et entendre ma voix. Donc, ça ne devrait pas être trop difficile pour vous de vous adapter. Et quand on va revenir ici en studio, bien, on va tendre la parole à nos deux panélistes pour répondre à des questions d'ordre plus spécifique qui sont en lien avec votre profil. Donc, avant qu'on commence, vraiment, ça serait intéressant pour vous de prendre 2 secondes de répondre au petit sondage qu'on va vous lancer là, dans le clavardage, où on vous demande à partir de quel endroit vous nous écoutez dans le monde aujourd'hui. Toujours le fun de savoir jusqu'où l'UDM voyage. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans les questions et réponses, donc dans le clavardage au cours du webinaire. Puis on se retrouve tout de suite après la capsule. L'université, on y vit, voire même plus qu'on y étudie. Un campus vivant, des gens à rencontrer, des endroits où s'installer, créer, penser, respirer. C'est aussi ça la vie universitaire. Rapidement, vous allez voir, ça devient votre monde. L'Université de Montréal, c'est l'une des universités les plus influentes du monde francophone. Oui, pour la recherche, mais pas seulement. On se démarque aussi dans les palmarès internationaux pour la diversité des talents étudiants qu'on accueille ici chaque année. Des étudiants passionnés, engagés, curieux. Notre communauté étudiante, c'est plus de 70 000 personnes, dont 10 000 viennent de l'international. On dit souvent qu'à l'UDM, on fait le tour du monde sans quitter le campus. Et c'est pas exagéré parce qu'honnêtement, on se promène ici et on croise des gens qui viennent de plus de 130 pays. Côté programme, c'est pas le choix qui manque. On offre plus de 600 programmes d'études allant de droit à astrophysique en passant par communication, sciences biomédicales, littérature, enseignement. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a 250 programmes au premier cycle et 350 programmes au cycle supérieur, englobant les études de 2e et 3e cycle, ce qui inclut notamment les maîtrises et les doctorats. L'Université de Montréal, c'est bien plus qu'un lieu d'études, c'est un milieu de vie. Le campus principal, qu'on appelle aussi le campus de la montagne, est niché à flanc du Mont-Royal, dans l'un des quartiers les plus multiculturels de Montréal, elle-même élue métropole étudiante par excellence en Amérique du Nord. Dans le quartier Côte-des-Neiges, toutes les commodités sont super proches. Supermarché, pharmacie, resto, café. On a vraiment le meilleur des deux mondes. Un pied en ville, un pied dans la nature, à 2 pas du centre-ville avec toute la frénésie du centre-ville, mais aussi avec toute la nature qui nous entoure. Reste que ce soit à pied, à vélo, en bus ou en métro, le campus est super bien desservi. Et que dire des passages souterrains qui vont vous sauver la vie plus d'une fois lors des jours de tempête de neige. Ça vous permet de vous promener d'un pavillon à l'autre, mais en restant sous la terre sans être affecté par la neige. Et aussi, le campus principal est loin d'être seul. L'Université de Montréal a aussi d'autres campus comme celui à Laval, Brossard, Saint-Hyacinthe, Trois-Rivières, Rimouski, Lanaudière et plein d'autres campus satellites. On dit que l'Université de Montréal, c'est une ville dans la ville. Eh bien, justement, la rumeur dit vrai. Juste sur le campus principal, on compte près de 40 bâtiments. Et détrompez-vous, ils n'abritent pas juste des salles de classe. C'est aussi des cliniques de santé, une radio étudiante, une salle de concert, une salle d'exposition et une dizaine de bibliothèques, chacune avec sa personnalité. Poste de travail actif, zone de détente, ouverture 24/7 lors des fins de session, studio d'enregistrement de balado, imprimante 3D et plus de 5 millions de titres en circulation. Le campus est vert dans tous les sens du terme. On a même notre propre serre où on cultive des produits qui nous servent à fabriquer des choses ici même sur le campus. Gingembre pour de la kombucha, savon à la lavande, du houblon pour brasser notre propre bière, miel, sauce piquante, infusion à la menthe. Bref, vraiment ici sur le campus, rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme et même tout se consomme.
L'environnement et l'Université de Montréal, c'est aussi une question de biodiversité. C'est vraiment devenu un rite de passage à la sortie d'un cours ou lors d'une balade sur le campus de croiser un lapin, un renard, une marmotte ou encore un des faucons qui a élu domicile dans l'iconique tour Roger Gaudry. Côté sport, direction le CEPSUM, le Centre d'éducation physique et des sports de l'Université de Montréal. Que vous soyez athlète d'élite, partisan assumé ou bien sportif du dimanche, un match des Carabins s'est presque rendu un passage obligé pour être officiellement membre de la grande famille UDM. À l'UDM, vos études ne sont pas forcément toutes taillées d'avance. Vous avez une foule d'options pour vous bâtir un parcours à votre image. Le calendrier universitaire est organisé à mi-parcours. Chaque session comprend une semaine d'activité libre, qui est aussi appelée semaine de lecture par certains et semaine de relâche par d'autres. Et cette semaine d'activité libre, justement, vous aide à reprendre votre souffle ou simplement étudier pour vos examens à venir. Il faut comprendre que le système universitaire se base sur un système de crédits. Règle générale, un cours correspond à 3 crédits. Une fois que vous aurez complété tous les crédits nécessaires à l'atteinte de votre diplôme, eh bien, vous recevrez votre diplôme, qui d'ailleurs sera reconnu par tous les meilleurs employeurs aux 4 coins du monde. Comment s'applique concrètement ce système de crédits aux études? Les études universitaires sont gradées en 3 cycles. Au premier cycle, il existe normalement, oui, les baccalauréats, normalement de 90 crédits et d'une durée de 3 ans, mais également des programmes courts comme les mineurs, les certificats et les majeurs, à partir desquels vous pouvez construire un parcours à votre image. On va souvent voir des étudiants qui souhaitent explorer plusieurs domaines, qui vont effectuer successivement, par exemple, 3 certificats ou encore une mineure et une majeure pour cumuler 90 crédits et obtenir ce qu'on appelle un baccalauréat par cumul. Au cycle supérieur, il existe, oui, les maîtrises et les doctorats qui durent respectivement 2 et 5 ans, mais également des programmes courts comme le microprogramme, le diplôme d'études supérieures spécialisées, aussi appelé DESS, et le diplôme d'études professionnelles approfondies, DEPA, pour acquérir la base d'une spécialisation, tester ses affinités avec une discipline ou parfaire ses compétences. En gros, vos études peuvent évoluer selon votre rythme et vos objectifs et s'emboîter selon votre réalité. C'est pour ça qu'on dit qu'il existe autant de parcours qu'il existe d'étudiants ici à l'UDM. Au cycle supérieur, il y a une part du cursus qui est associée à des activités théoriques en classe, comme des séminaires, et il y a aussi une part du cursus qui est associée à des activités d'intégration, comme la rédaction d'un mémoire de maîtrise, d'une thèse de doctorat ou la réalisation d'un stage en milieu de pratique. L'UDM, c'est l'une des plus grandes universités de recherche au pays. On se démarque par notre dynamisme scientifique, par notre créativité, mais surtout par la diversité de nos domaines d'expertise et les interactions qu'on tisse entre les différents domaines dans l'une de nos 450 unités de recherche. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la recherche, c'est pas juste seulement pour les chercheurs en sarrau blanc dans des labos fermés. Que ce soit à propos du cerveau, de l'intelligence artificielle ou de la santé environnementale, la recherche à l'UDM, c'est vraiment un terrain fertile pour toutes les grandes idées et surtout pour tous les grands enjeux de société. Et le mieux dans tout ça, parce qu'apprendre, ça passe aussi par le concret, plusieurs programmes offrent des possibilités de stages dont la majorité sont rémunérés. Les stages sont l'occasion parfaite de vous bâtir votre CV, de vous projeter dans votre futur milieu professionnel et, qui sait, de vous décrocher un emploi avant la fin de vos études. Déposer une demande d'admission, croyez-moi, c'est moins compliqué qu'on le pense. Ça se divise en 7 étapes simples. De votre exploration jusqu'à vos études ici, vous bénéficiez d'un accompagnement personnalisé. Ça veut dire quoi, accompagnement personnalisé? On se déplace près de chez vous, on organise des événements, des séances de questions-réponses, du clavardage, on vous envoie des outils pratiques et notre équipe ultra réactive vous donne des réponses claires et surtout un accompagnement humain à chaque étape. Retenez une chose, si vous avez une question, il y a quelqu'un pour y répondre, peu importe le moment. Pendant que votre dossier académique avance, il y a d'autres choses à penser aussi pour bien préparer votre arrivée. Là non plus, on ne vous laisse pas seul. Premier volet, ça concerne les ressources financières. Bonne nouvelle, on a un immense répertoire de bourses avec un système de filtre assez impressionnant où est-ce qu'il y en a vraiment pour tous les profils. Premier cycle, cycle supérieur, engagement, recherche, leadership. Il y en a qui s'obtiennent beaucoup plus facilement qu'on le pense et il y en a évidemment qui demandent un peu plus de préparation. En plus de ces bourses-là qui vous sont offertes, c'est également possible de travailler pendant ces études et c'est même plus courant qu'on le pense. La majorité des étudiants ici sur le campus combinent études et emploi. C'est possible de travailler
travailler à même le campus à titre d'auxiliaire d'enseignement ou d'auxiliaire de recherche, par exemple, ou de travailler à l'extérieur du campus, par exemple dans un café ou un commerce de détail. Deuxième volet, le logement. Nous avons des résidences sur le campus, mais nous avons également une foule de ressources pour vous aider à trouver un logement abordable, sécuritaire et adapté à vos besoins à l'extérieur du campus. Guide pratique, groupe Facebook, réseautage pour trouver une colocation, plateforme de recherche, bref, on vous équipe pour que vous sachiez par où commencer pour faire les bonnes recherches de logement. Peu importe d'où vous arrivez, votre histoire avec l'Université de Montréal ne fait que commencer. Tournez la page, ouvrez un nouveau chapitre et écrivons la suite ensemble. Bonjour, bienvenue. C'est encore moi, mais bienvenue en studio. On vous a dit que cette capsule-là était complète. C'est vraiment une mine d'informations. Et si jamais il y a certains détails qui vous ont échappé, pas de stress, on va en déboulonner certains dans les prochaines minutes, mais aussi après le webinaire, il y a un courriel qui va vous être envoyé et ce courriel va contenir, entre autres, le lien de rediffusion et un répertoire de ressources utiles pour tracer la suite de votre parcours ici à l'Université de Montréal. J'ai aussi envie de revenir vraiment rapidement sur le sondage qu'on vous a partagé. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de la France, certaines qui viennent de Casablanca, d'autres villes au Maroc et de Montréal, bien sûr. Fait que c'est super le fun de voir que vous êtes un peu partout dans le monde aujourd'hui à nous écouter. Assez parlé de mon côté, je pense. J'ai envie de donner la parole à nos invités parce qu'après tout, l'expérience à l'Université de Montréal, c'est vraiment unique à chacun des candidats et des candidates qui foulent notre campus. Donc, Clara, j'ai envie de commencer avec toi. Qu'est-ce qui t'a amené à l'Université de Montréal? Donc, en fait, moi, c'est sûr que j'ai grandi à Montréal. Là, donc, j'ai toujours habité dans les entourages du campus. Pour moi, l'université, c'est vraiment comme une ville. C'est vraiment ma maison, mon quartier. Donc, c'est sûr que quand j'ai terminé le cégep puis que j'étais rendue à entamer mes études universitaires, bien, pour moi, c'était un peu le choix logique là, de rester un peu dans mon quartier, dans ma maison. C'était tout indiqué. Fait que tu as comme suivi la trace du continuum. Exactement. Super. Et toi, Salim, si je te demandais de décrire l'UDM en quelques mots pour toi, quel serait-il? Bon, il faut dire que l'UDM, c'est un lieu d'excellence et d'ouverture et surtout d'assistance aux étudiants. C'est ce que j'ai le plus remarqué. La disponibilité des professeurs, mais aussi la disponibilité et l'ouverture des agents, des différents services à apporter leur soutien aux étudiants. C'est le fun que tu le nommes parce que tu as remarqué ça en début de parcours, mais là, tu tires plus vers la fin de ton parcours, puis c'est encore quelque chose que tu remarques. Oui, c'est une constance. C'est une constance. Vous savez, moi, j'ai fait mes études à Dakar et après mon mémoire de master en 2018, j'ai travaillé à la mairie de la ville de Rufisque comme porte-parole du maire. Et il s'est trouvé que le maire était un ancien étudiant de l'UDM. Oui, bien, ça, c'est drôle que tu en parles. Nos diplômés, nos diplômes voyagent vraiment aux quatre coins du monde. Fait que même à Dakar, il y avait un diplômé de l'Université de Montréal. Autant que toi, Clara, qui vient d'un cégep de la grande région métropolitaine, tu vois aussi des diplômés un peu partout dans le milieu professionnel ou dans nos collègues qui ont un diplôme ici de l'Université de Montréal. Merci à vous. Maintenant, c'est à vous à la maison. Donc, c'est le moment de poser vos questions dans la section clavardage. J'ai aussi envie qu'on vous lance un deuxième sondage qui va vous inviter à nous indiquer les thématiques qui vous intéressent le plus aujourd'hui. Vous pouvez répondre plus d'une option. C'est normal qu'il y ait, oui, le choix académique, mais aussi le logement, la vie étudiante. Bref, soyez pas gênés de nous dire qu'est-ce qui vous attire ici aujourd'hui. J'ai envie de commencer avec une question plus liée au cégep. Donc, pour les cégepiens, pour ceux qui ne sont pas de Montréal, le cégep, c'est vraiment l'équivalent du degré universitaire qui vient après le lycée, donc après ce que nous, on appelle le secondaire et qui précède l'université. Et ce qui est très important au cégep ici, c'est la fameuse cotère. Donc, en fait, quelqu'un nous demande s'il n'a pas la cotère pour accéder au programme de son choix. Dans le cas de cette question-ci, c'est en droit. Que faire? Donc, Clara, je te laisserai compléter, mais je commence une réponse. Pour le droit, c'est vrai que le programme est assez contingenté. On reçoit un grand volume de demandes et les places sont assez limitées. Mais ce que je te recommande, si tu n'as pas la cotère, c'est d'essayer d'aller dans un autre programme concomitant au droit avant. On recommande souvent sciences politiques ou études internationales, où est-ce que vous allez pouvoir suivre certains cours qui vont s'apparenter au droit.
Ensuite, quand vous allez refaire une demande pour réappliquer en droit, vous allez devoir recommencer le cursus de droit au complet. Il y a peu de cours ou pas de cours qui vont vous être crédités, mais au moins, vous allez vous être initié au cursus universitaire, au type de cours que vous allez suivre. J'ai envie de te demander, Clara, toi, si tu connais des gens autour de toi ou toi qui ont changé de domaine d'études en cours de route. Oui, énormément. C'est sûr que c'est quand même difficile là, quand on sort du cégep de directement rentrer dans un programme où est-ce qu'on va pratiquer notre carrière et tout. Donc, c'est vraiment normal. Là, on commence dans quelque chose, finalement, on a des cours par rapport à d'autres sujets ou d'autres programmes qui nous intéressent plus. Moi, c'est ça qui s'est passé dans mon cas. J'ai commencé en enseignement, puis finalement, j'ai eu un cours de psychologie qui m'a amené à changer de programme pour rentrer en psychoéducation. Donc, des changements de programme en général, c'est très normal, surtout quand on parle de programmes qui sont assez contingentés, comme par exemple le droit, la psychologie, la médecine, etc. Bien, c'est sûr qu'on essaye de rentrer une première fois. On ne rentrera pas nécessairement. Après, il ne faut pas se décourager. C'est ça, comme tu dis, on peut essayer d'autres programmes, on peut faire d'autres, même j'aurais envie de dire, d'autres types aussi de diplômes ou de programmes, là, comme on a des certificats. On peut même être étudiant libre, prendre des cours qui nous plaisent un peu plus pour faire monter nos notes. Et réappliquer dans notre choix A par la suite. Exactement. Ouais. En effet, Clara le nommait super bien, mais c'est vrai qu'on a, oui, le baccalauréat au premier cycle, mais on a aussi beaucoup de programmes courts qui permettent de s'initier à une discipline. Je pense notamment aux certificats ou aux mineurs qui sont d'une durée de 1 an, aux majeurs qui sont d'une durée de 2 ans. Puis même au cycle supérieur, donc au 2e cycle, on a ce genre de programme court-là, donc le microprogramme ou le DESS qui permettent, c'est ça, de vous mettre le gros orteil dans une discipline pour voir si ça vous intéresse, puis ensuite poursuivre dans cette veine-là ou carrément choisir autre chose. Ça fait le tour pour la cotère. J'ai envie de rajouter quelque chose de quand même intéressant. Plus vous faites des études à l'université, plus nous, on oublie votre cotère dans votre étude de candidature. Si jamais vous décidez, par exemple, vous voulez aller en droit, vous n'avez pas la cotère, vous appliquez en sciences politiques. Si vous faites 1 an en sciences politiques et vous réappliquez ensuite au baccalauréat en droit pour l'automne suivant, nous, dans votre dossier universitaire, on va considérer à 60 % votre cote universitaire et à 40 % votre cotère. Si vous faites 2 ans à temps plein dans un programme, bien, on va carrément oublier votre cotère et uniquement nous concentrer sur l'étude de vos notes universitaires. Donc, c'est vraiment une opportunité pour vous de repartir un peu votre dossier à zéro. Et fait intéressant à savoir, si vous faites des études à l'Université de Montréal et que vous redéposez ensuite dans un programme à l'Université de Montréal, votre cotère, elle est bonifiée de 0,5. Donc, bon à savoir. Autre question par rapport à l'équivalence France-Québec. Donc, depuis tantôt, je parle de baccalauréat. Il y a certains homologues français pour qui le baccalauréat est l'équivalent de notre cégep secondaire. Donc, si vous avez 17 ans et que vous avez un bac en sciences, l'équivalent ici serait de s'inscrire dans un baccalauréat. Donc, qui est le diplôme le plus complet au premier cycle. Toi, Salim, ton baccalauréat, est-ce que tu l'as complété ici à l'Université de Montréal? Tu l'as complété à Dakar, hein, tu disais? Oui, c'est à Dakar. Le baccalauréat, on appelle ça dans le système français et au Sénégal la licence. Exactement. Dans le système LMD. Dans le système en LMD. France. C'est ça. Donc, moi, mon baccalauréat, je l'ai fait au Sénégal et même ma maîtrise, je l'ai fait au Sénégal. Et c'est après avoir soutenu mon mémoire de maîtrise que je suis arrivé ici à l'Université de Montréal pour faire le doctorat. Génial. J'ai peut-être envie de te poser la question à toi, comme tu viens de l'international, par rapport à convaincre tes parents que tu as fait le bon choix d'aller étudier à l'international. On sait que c'est bien plus qu'un projet d'études, hein, c'est un projet de vie, c'est quand même, surtout au doctorat, c'est une installation d'assez longue durée ici à Montréal. Quels arguments t'as mis de l'avant auprès de ta famille, de tes pairs là-bas pour faire valoir ta visite ici? Oui, peut-être que ce ne sera pas mon cas, puisque moi, ma famille l'avait bien pris, puisque l'Université de Montréal a une certaine notoriété quand même au Sénégal. Avoir un diplôme de l'Université de Montréal au Sénégal, c'est considéré comme être détenteur d'un diplôme très prestigieux. Mais très souvent, pour les cas que j'ai eu à rencontrer, les parents n'avaient pas une certaine réticence. Mais les étudiants aussi peuvent trouver plein d'arguments, notamment à la position de l'université,
non seulement au niveau du monde universitaire francophone, mais aussi au niveau du monde académique mondial. Et un peu partout en Afrique, par exemple, on retrouve dans les grandes stations de l'administration d'anciens étudiants de l'Université de Montréal. Et cela constitue pour moi un très grand argument à présenter aux parents. Génial. Puis même, on parle de notoriété internationale académique, mais aussi la ville de Montréal en tant que ville étudiante, elle rayonne toujours dans les palmarès des meilleures villes étudiantes en Amérique du Nord, mais dans le monde aussi. Fait que ça, c'est vraiment à ne pas négliger. Je mentionnerais aussi le côté abordable et sécuritaire de la ville de Montréal, qui est quand même souvent mis de l'avant dans plusieurs palmarès, qui charme aussi beaucoup d'étudiants internationaux à s'installer ici. Ouais. J'ai une autre question que j'ai envie de poser parce qu'on l'a comme abordé rapidement tantôt. Mais donc, est-ce que je peux changer de programme après avoir commencé à l'Université de Montréal? Fait que je vous le mentionnais avec mon exemple de droit et sciences politiques. Oui, c'est tout à fait possible et c'est même plus courant que vous le pensez. Quand on y pense, c'est difficile d'identifier tout de suite le programme qui va nous correspondre à 100 Donc, ça arrive chez plusieurs de nos étudiants, autant au premier qu'au deuxième cycle, de changer de programme en cours de route. Si vous souhaitez le faire, ce que vous devez faire, c'est vraiment de resoumettre une demande d'admission à un nouveau trimestre d'admission dans le ou les programmes qui vous intéressent. On va retraiter votre dossier de candidature comme un candidat universitaire, comme vous aurez déjà étudié chez nous, ne serait-ce que quelques crédits. Et puis, vous allez juste devoir vous assurer de respecter les dates limites de dépôt d'une demande d'admission, comme vous l'avez fait pour celle que vous vous apprêtez à faire ou que vous avez déjà fait ici à l'Université de Montréal. J'ai envie de t'entendre un peu. Toi, tu disais que tu avais commencé en enseignement, puis tu avais fait le saut en psychoéducation. Qu'est-ce qui avait motivé ce changement-là? Bien, c'est ça, comme je disais tantôt, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mon cégep dans un autre programme, en fait, que la psychologie. Donc, j'avais jamais eu de cours de psychologie. Puis quand je suis rentrée en enseignement, j'ai eu un cours de psychologie de l'enseignement, en fait, qui était un de mes cours de base que je devrais prendre. Puis, quand j'ai eu ce cours-là, j'ai vraiment eu la piqûre là, pour la psychologie. Donc, directement, je me suis dit que c'était peut-être plus ça, finalement, que je voulais faire comme carrière dans le futur. Donc, c'est ça qui a guidé mon choix. Puis, c'est là que j'ai fait le changement de programme. C'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de nos programmes qui sont conçus comme ça. Il y a toujours des cours qui sont obligatoires, souvent que vous suivez en début de cursus, c'est qu'on appelle des cours de tronc commun. Mais après, vous pouvez souvent choisir les cours qui vont constituer votre cursus, surtout en l'année 2 et 3 du baccalauréat. Et puis, ça vous permet justement de soit venir confirmer un intérêt que vous aviez déjà ou de découvrir une discipline que vous n'aviez jamais réellement envisagée, comme dans ton cas, la psychologie, puis d'en faire un revirement de carrière, mais à son avantage. Fait que c'est super intéressant aussi la façon dont nos cursus sont construits. J'ai une question qui est intéressante. Je vais la poser à vous deux. Je vais commencer avec toi d'abord. La vie étudiante à l'Université de Montréal, ça ressemble à quoi? Une vie très stimulante avec beaucoup de découvertes, beaucoup d'enrichissement. J'avais lu un écrivain qui disait que quand tu es différent de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Ah. Pour moi, l'Université de Montréal est un lieu d'enrichissement, dans la mesure où on rencontre des étudiants venus de partout, avec différentes convictions. Et du coup, ce qui me pousse vraiment à venir à l'université le matin, c'est de rencontrer ces gens-là, qu'ils me parlent d'eux, que je leur parle de mon passé, que l'on discute ensemble sous différentes perspectives de la vie, mais aussi qu'on voit la construction d'équipes multiculturelles, caractérisées par la diversité, mais aussi par l'excellence. Et ça constitue pour moi une motivation tous les jours pour venir à l'université afin de rencontrer mes collègues. Au-delà du doctorat que tu suis, il y a aussi toutes ces rencontres humaines-là derrière. Toutes ces rencontres derrière. Comme on le nommait dans la vidéo, il y a plus de 130 pays qui sont représentés ici sur le campus. Puis je pense que ça transparaît dans les échanges que tu as avec des enseignants, des étudiants, des responsables de programmes, bref, que tu rencontres. Effectivement. L'autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est le respect que les professeurs accordent aux étudiants. Moi, je me rends compte que depuis que je suis ici, les professeurs me vouvoient. Et leur disponibilité à répondre à toutes les questions et surtout, parfois, leur apport financier qui
qui est très important aussi pour les étudiants. Ouais. Et il faut reconnaître que c'est le cadre parfait pour mener un parcours académique. Académique et humain. Académique et humain, surtout. Académique et humain. Ouais. Parce qu'au-delà de l'aspect purement académique, il faut dire que c'est un temps d'humanisme. Le relationnel ne fait pas défaut dans l'Université de Montréal. C'est drôle ce que tu dis, ça fait vraiment écho avec... tu sais, on s'appelle l'Université de Montréal et du monde. Et du monde. Puis ça paraît vraiment dans la réponse que tu nous as fournie. Merci. Salim, Clara, je te relance la question. Oui, ben moi, c'est sûr que j'ai une expérience, tu sais, ayant entamé mes études à l'Université de Montréal au premier cycle. Donc, c'est sûr que j'ai eu une expérience de vie universitaire un peu plus, tu sais, très sociale dans l'aspect de, bon, tu sais, aller à des 5 à 7 de nos programmes universitaires, la présence de ton exécutif, de ton association étudiante, tu sais, dans les programmes qui vont organiser tout type d'événements, tu sais, que ça aille à des séances d'études, à des sorties à la cabane à sucre, à des 5 à 7 les jeudis, donc tout plein d'expériences. Puis, tu sais, même au-delà de tout ce qui est organisé au sein de l'Université de Montréal, on a aussi notre campus qui nous permet d'avoir une vie étudiante très, très chargée, si je peux. Donc, on parle des endroits un petit peu plus informels, tu sais, qu'on parle de restaurants, de bars, tu sais, tout ça là, qui est très présent sur le campus, nos parcs, nos endroits publics qui font en sorte que les étudiants se regroupent. Les lieux qui deviennent iconiques dans la Exactement. vie étudiante, comme le stade du Sepsum aussi, tu sais, qui n'a pas vu un match de football universitaire, de volleyball, tu sais, c'est des moments festifs, rassembleurs, puis tu as l'impression que tout le monde prend pour la même équipe. Ouais. On met tout pour les Bleus. Donc, exactement. Ouais, c'est vrai que c'est des beaux événements, des belles opportunités. Merci. J'ai une question plus précise sur le baccalauréat en enseignement au secondaire. Donc, on me demande comment se passent les stages. Super bonne question. Dans le fond, j'y réponds sommairement. Le baccalauréat en enseignement au secondaire, bien, tous nos baccalauréats en enseignement sont d'une durée de 4 ans. Comparativement à la majorité de nos baccalauréats qui durent 3 ans. Ceux en enseignement sont de 4 ans, donc ils vont comporter 120 crédits. Puis le cursus est bâti de façon à ce que chaque année se conclue par un stage. Donc de l'année 1 à l'année 4, donc vous allez avoir 4 stages. Le premier va d'un stage d'observation au 4e où vous avez une prise en charge complète d'une classe au primaire ou au secondaire d'environ 3 mois. Donc, dans les 4 stages, vous êtes encadré évidemment par une équipe à l'Université de Montréal, donc le coordonnateur de stage, et sur le terrain, bien, par le prof qui va vous appuyer dans votre stage. Et vraiment, c'est une université, surtout en enseignement, où la pratique est énormément mise de l'avant. Parce que quoi de mieux qu'en enseignement, oui, d'avoir des cours de didactique de toutes les matières que vous allez enseigner, mais aussi d'aller enfin l'appliquer sur le terrain. Et le coordonnateur ou la coordonnatrice de stage va recueillir, dans le fond, vos lieux de prédilection pour effectuer vos stages proches de chez vous, par exemple, et essaye le plus souvent que possible de vous mettre dans ces milieux-là de pratique. Autre question sur le coût d'un baccalauréat ici à l'Université de Montréal. Ça dépend, bien sûr, pour un étudiant québécois, on va parler d'environ 2 000 $ par trimestre pour un trimestre à temps plein. Et pour un étudiant international, autour de 15 000 $ pour un trimestre. Attention, on a énormément d'opportunités de financement, notamment la bourse d'exemption à l'Université de Montréal qui vous permet, vous, étudiants internationaux, d'obtenir une exemption assez intéressante qui fait que votre coût par session que vous déboursez ressemble beaucoup plus à ce qu'un Québécois va payer. Donc, c'est assez intéressant de le savoir. Puis, je vous invite aussi à vous référer en ligne à notre répertoire de bourses où est-ce qu'il y a un système de filtre assez sophistiqué qui vous permet d'identifier quel genre de candidat vous êtes puis d'aller identifier des bourses que vous voulez. Salim, tantôt, tu mentionnais que les professeurs offrent du soutien moral, mais aussi du soutien financier. Est-ce que tu aurais un mot par rapport à toi, ton historique avec le financement, les bourses ici à l'UDM? Oui, c'est ça. En fait, moi, avant même d'arriver ici, j'avais eu une promesse de bourse de ma professeure avec qui j'avais discuté de mon projet de recherche. Et après mon admission, l'Université de Montréal m'avait offert une bourse d'exemption, ce qui m'a permis de payer la même chose pratiquement que les étudiants québécois. C'est ça, c'est assez considérable comme exemption. Oui, c'est ça, c'est très considérable quand même.
Et en plus de ça, très souvent, j'ai des contrats d'auxiliaire d'enseignement que mes professeurs me donnent ou d'animateurs d'ateliers. Et ça aussi constitue des sources de financement qui viennent directement des professeurs et qui aident beaucoup à être à l'aise dans ses études. En tout cas, ça réduit considérablement les potentielles sources de stress. Exact. Parce qu'on veut que vous vous concentriez, en fait, le plus possible sur votre projet d'études. On sait qu'il peut y avoir beaucoup de préoccupations afférentes au projet d'études, comme le logement, se nourrir, se déplacer et compagnie. Donc, c'est vrai que ça permet de diminuer le niveau de stress puis de se concentrer, dans ton cas, sur la rédaction de ta thèse. Exactement. Super. Expérience financement de ton côté, est-ce que tu as quelques trucs et astuces à partager? Oui, c'est sûr qu'étant une étudiante québécoise, c'est sûr que nos frais de scolarité sont moindres que pour les étudiants internationaux. Par contre, moi, dans mon cas, j'ai été chanceuse d'avoir la bourse Perspective, donc qui a été une bourse qui a été mise en place par le gouvernement pour les programmes qui avaient une pénurie de main-d'œuvre, en fait, sur le marché du travail. Donc, maintenant, malheureusement, cette bourse-là est terminée. Par contre, il y a toujours des options de bourse, des options de financement, des nouveaux programmes, autant de l'Université de Montréal que du gouvernement, qui sont disponibles. Faut juste, c'est ça, comme Catherine disait, il faut juste savoir aller se renseigner puis connaître les ressources offertes par l'Université de Montréal pour trouver la bourse qui concorde avec notre situation, en fait. Exact. Je reviens sur quelque chose qu'on a nommé tantôt, là, comme on parle de financement et tout. Si jamais vous venez de la France et que vous avez complété un bac, donc pas besoin de transiger par le cégep, donc vous pouvez passer directement au baccalauréat québécois. Donc, pour faire le saut du bac français au bac québécois, on a créé un outil spécialement pour les étudiants français qui s'appelle Bac à bac. Donc, tout le dit dans le nom, ça indique vraiment comment passer du bac français au bac québécois, les spécialités que vous avez à choisir en terminale pour pouvoir être éligible à certains de nos programmes d'études et venir combler nos exigences d'admission. Si jamais vous n'avez pas choisi les bonnes spécialités, bien, il y a toujours des admissions qu'on fait avec prescription. Donc, ils vont vous inviter à suivre des cours préparatoires pour vous préparer à faire le saut dans votre baccalauréat final. Prochaine question, très intéressante. Quelles sont, selon vous, les plus grandes difficultés rencontrées par les nouveaux étudiants? Je vous parle d'un étudiant là, qui met le pied ici pour son premier trimestre, même pour sa première journée à l'université. C'est quoi les genres de rites de passage, les stress que peuvent vivre un nouvel étudiant? Clara? Je te vois un sourire. Pour moi, ça fait pas si longtemps, donc je m'en souviens encore comme si c'était hier. C'est sûr que quand tu arrives à l'université, la première chose qui peut être très intimidante au début, c'est la grandeur de tout ça. Là. On parle d'une grandeur autant dans les bâtiments, dans les salles de classe, mais autant dans la quantité de personnes qui sont présentes sur le campus. Donc, c'est sûr que quand on a un premier cours, surtout que nos premiers cours sont souvent des cours de cheminement commun, là, de tronc commun. Donc, dans des grands amphithéâtres. C'est ça, c'est dans des grands amphithéâtres. On rentre là, il y a à peu près un 200 personnes. C'est très intimidant. Faut pas laisser ça nous atteindre. Par contre, il faut se dire que les premiers jours, ça peut être difficile, les premières semaines, ça peut être intimidant, mais au fur et à mesure, il faut juste se rappeler que tout le monde est dans la même situation. Donc, personne n'arrive là en connaissant tout le monde. Tout le monde arrive là, on s'assoit à notre petit banc, on écoute le professeur se présenter. Puis, éventuellement, on a des travaux d'équipe qui embarquent. On a des facteurs de stress communs sur lesquels on peut... Sur la mi-session, la fin de session. Exactement, exactement. C'est vrai que c'est un bon conseil, c'est que tout le monde est pareil. Vous n'êtes pas le seul à débarquer du métro ou de l'autobus puis à chercher votre pavillon. Tout le monde est dans ce bateau-là. Puis la première semaine de la session d'automne, particulièrement, il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Mais on a un service à la vie étudiante qui est là pour faire des journées d'accueil, pour vous préparer à ça, justement. Puis leur service s'accompagne pour vous la première année. Donc, ils appellent l'expérience première année pour vraiment vous accompagner puis vous aider dans des petits points de stress au courant de vos 2 premiers trimestres ici. Toi, tu dirais quoi par rapport à ça? Moi j'aurais 2 lectures parce qu'en réalité, les difficultés de l'étudiant étranger qui arrive en automne ne sont pas similaires très souvent aux difficultés de celui qui arrive en hiver. C'est vrai. Bien,
Commençons par ta lecture automnale pour commencer, puis on sautera dans les aléas de l'hiver après. Oui, pour l'automne, c'est beaucoup moins compliqué parfois, parce qu'il y a beaucoup moins de contraintes. Et la nature t'appelle. Oui. Tu as envie de sortir et tu as envie de découvrir. Donc, je me dis que c'est beaucoup plus aisé d'arriver à l'automne parfois et de pouvoir sortir, se promener un peu, même si on ne connaît personne. Sur un campus qui, rappelons-le, est quand même vert, avec plein de sentiers, à pied, à vélo. C'est ça, avec des couleurs exceptionnelles, vraiment un spectacle de couleurs. Et durant l'hiver, très souvent, le froid pousse les étudiants étrangers que j'ai connus à se replier un peu sur eux et à développer une certaine, je ne vais pas dire une certaine paresse de sortir. Ils ont un peu la flemme de sortir à cause de cette fraîcheur. Et maintenant, c'est là où se trouve le problème, parce que tu commences comme ça tes cours, tu risques de les finir comme ça. C'est-à-dire que tu auras strictement comme idée d'aller faire ton cours et de retourner chez toi sans chercher à tisser des liens. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a un pont à construire. Moi, je me rappelle quand je venais d'arriver, c'était en hiver, je ne connaissais personne. Ma première nuit, je l'ai passée à l'hôtel parce que je n'ai pas réseauté, je n'ai pas fait des recherches. J'avais demandé une chambre au niveau du service... Le service de logement oui, hors c'est campus. Ça, oui, après par la suite, ils m'en ont proposé. Mais je n'avais même pas la possibilité de sortir parce que je ne savais pas comment on prenait le métro. Et donc, ça a été une difficulté. Et je me suis imaginé dans quelle situation les autres aussi devaient être, ceux qui viennent juste d'arriver, qui ne connaissent personne ici. Et je me suis rendu compte que l'erreur que j'avais commise, c'était de ne pas m'approcher davantage des services de l'université qui sont pourtant là pour assister les étudiants. Pour vous aider pour votre arrivée. Ça, c'était la première erreur que j'avais constatée. Et je me suis dit que vu que j'ai fait cette erreur, donc je me dois de créer un cadre pour orienter ceux qui ne sont pas encore venus. Et c'est là que j'avais mis sur place un cadre intitulé Bienvenue à Montréal, et qui regroupe aujourd'hui plus de 400 étudiants. Et l'objectif, c'est tout simplement d'orienter ces étudiants-là vers les services, s'ils sont de l'UDEM, les services de l'UDEM qui peuvent... C'est vrai, on ne l'a pas dit au début, mais Salim, c'est un magicien des relations publiques informelles, mais c'est ça, il a vraiment créé une communauté de... je pense que c'était principalement des Africains que tu aidais dans leur arrivée ici. Mais tu sais, lui, il fait ça parce qu'il a ça à cœur, mais il y a plein d'autres étudiants aussi qui font ça. Il y a des regroupements d'étudiants, par exemple, latino-américains qui arrivent ici, donc qui se regroupent tous ensemble. Et quoi de mieux, honnêtement, que d'arriver dans un endroit sans repère, au moins d'avoir un repère linguistique, culturel, avec des gens qui vivent le même parcours que toi. Ça rend l'arrivée beaucoup plus douce, je pense. Puis même si je peux ajouter, là, pour les étudiants internationaux, moi, j'y connais pas, mais pour les étudiants locaux, il y a aussi un système de parrainage étudiant à l'Université de Montréal. Donc, moi, j'avais été bénévole là, de parrainage. Toi, tu as été marraine. J'ai été marraine, là, il y a quelques sessions. Donc, c'est ça, c'est les nouveaux étudiants qui arrivent. Puis, il y a sûrement des étudiants internationaux aussi. Là. Moi, j'avais eu 2 étudiants locaux. Donc, c'est ça. Puis, nous, on a le devoir, en fait, de prendre contact avec vous vraiment de manière informelle, par les réseaux sociaux, très, très informel, puis de vous proposer des activités, soit des activités pas organisées par l'UDM, mais ça peut être des activités aussi dans le cadre de l'université. Donc, il y a ça vraiment pour tout le monde. C'est vraiment génial, ça, tu fais bien de le nommer, le parrainage et marrainage étudiant. C'est comme un service un peu sous-estimé. Puis des fois, c'est confrontant de demander de l'aide quand on arrive parce qu'on veut pas solliciter l'aide de quelqu'un, mais les mentors sont là pour ça. Ils vous attendent à bras ouverts, ils sont formés pour vous accueillir. Puis souvent, c'est des gens qui ont vraiment le cœur sur la main et qui veulent vraiment bien vous accueillir. Dans votre arrivée ici, mais même dans votre première année, hein, on parle de stress qui arrive à la rentrée, mais il y en a certains d'entre eux qui suivent jusqu'au trimestre d'hiver. Salim parlait d'une lecture en 2 temps. C'est vrai qu'il y a la session d'automne, mais la session d'hiver propose aussi son lot de spécificité et d'unicité au climat québécois. Donc, c'est vrai que c'est bien que ça suive toute l'année. Autre question que j'ai envie d'aborder. Donc, est-ce qu'on peut demander plusieurs programmes si on hésite?
J'ai envie de vous répondre oui, écrit en grande majuscule. Oui, oui, oui et oui. Donc, dans notre demande d'admission, vous pouvez déposer jusqu'à 10 choix de programme. Donc, pour les grands indécis, sachez qu'il y a 10 places pour vos indécisions. La plupart des demandes d'admission qu'on reçoit comportent d'ailleurs plus qu'un seul choix. Parce que c'est difficile, des fois, de savoir exactement dans quoi on veut aller. Puis surtout, c'est toujours bon d'avoir des plans B ou C si jamais on voit que nos notes sont proches de la dernière personne qui a été admise l'an dernier. Donc, c'est ça. Il y a 10 possibilités de choix dans votre demande d'admission. Pour le tarif, il y a un tarif fixe qui tourne autour de 75 $ pour une demande d'admission. Et chaque programme que vous ajoutez dans votre demande revient à 22,25 $. Donc, faites le calcul. Si vous ajoutez 10 programmes que vous êtes dans cette grande famille d'indécis, bien, ça va vous coûter environ 75 $ plus 10 fois 22,25 $. Autre très bonne chose à savoir, en plaçant plusieurs programmes dans votre demande d'admission, vous n'avez pas à les placer en ordre de priorité. Ça a déjà été ça par le passé. Je sais qu'il y a d'autres universités qui fonctionnent avec ce fonctionnement-là aussi. Nous, vraiment, si vous nous en soumettez 10, on va les évaluer, les 10, en parallèle. Donc, si jamais vous recevez une réponse d'admission à ce qui était votre plan B, vous la recevez en premier. Vous allez aller dans votre centre étudiant, un genre d'Omnivox, une interface où vous faites toutes vos transactions en lien avec votre dossier étudiant. Vous allez pouvoir aller l'accepter pour réserver votre place à l'Université de Montréal. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de poser cette action-là parce que réserver une place puis accepter une offre, c'est comme si ça leur fermait toutes les autres portes. Alors que dans les faits, quand vous allez accepter votre offre, vous allez avoir une genre de fenêtre qui va popper up dans votre centre étudiant et qui va vous dire « Voulez-vous qu'on continue l'étude de vos autres candidatures? » Vous avez juste à nous indiquer que oui ou non, si jamais vous voulez poursuivre l'étude de vos autres demandes en cours. Donc, c'est un système qui est super facile, c'est assez convivial de naviguer là-dedans et vous avez toujours vraiment une fenêtre qui vous apparaît pour vous demander si vous souhaitez ou non poursuivre l'étude de vos autres candidatures. Voilà pour ça. En cas d'admission, est-ce que l'école peut soutenir la procédure de visa? Donc, question plus pour les internationaux en lien avec l'immigration. Je te passe la parole après, mais j'ai vraiment envie de vous parler d'UDM International, qui est notre service dédié aux étudiants internationaux. C'est aussi un service qui soutient nos étudiants locaux qui veulent partir en échange étudiant. Mais pour les démarches d'admission, on a beaucoup de conseillers en immigration dans cette équipe-là qui font des webinaires, mais aussi des séances virtuelles 1 à 1. Vous pouvez aller poser vos questions. Si vous ne savez pas où mettre de la tête dans toutes ces procédures d'immigration-là, UDM International est vraiment votre meilleur copilote pour votre arrivée jusqu'à Montréal. Est-ce quelque chose à rajouter là-dessus, comme tu as eu la chance de faire ces démarches-là? Oui, c'est ça. J'ai eu à travailler dans le cadre d'un projet d'aide et d'orientation des étudiants qui sont admis à l'Université de Montréal. Et ça se passe même sur WhatsApp avec Amira. Et ça fonctionne très bien parce que les étudiants peuvent échanger avec nous sur leur démarche, demander des conseils à tous les niveaux, niveau logement, niveau immigration et même dans la constitution de leur dossier. Et ils sont directement, si on n'a pas la réponse, ils sont directement redirigés vers les services de l'université qui sont aptes à répondre à leurs questions. Et même à la fin de la constitution de leur dossier, ils ont la possibilité très souvent avec UDM Immigration de bénéficier d'une révision et d'une correction de leur dossier, ce qui leur donne beaucoup plus de chances d'avoir le permis d'études. Exact. Parce que dans le fond, ça se passe comme en 2 temps. Il y a une première autorisation qu'il faut aller obtenir auprès du gouvernement québécois, qu'on appelle le certificat d'acceptation du Québec, donc le CAQ. Puis une fois que vous obtenez celui-là, là, après, vous pouvez enclencher vos processus au niveau de nos services d'immigration nationaux, donc auprès du gouvernement canadien, qui s'appelle un permis d'études. Donc, c'est vraiment le permis d'études qui, habituellement, requiert plus de temps à obtenir. Donc, nous, le mot d'ordre qu'on placarde et qu'on replacarde, c'est vraiment dès que vous avez une offre d'admission de l'Université de Montréal, acceptez-la et aussitôt démarrez vos démarches d'admission, d'immigration, parce que tout dépendant du volume aussi d'étudiants internationaux qui font des demandes, les délais peuvent être de plusieurs mois. Donc, on vous invite vraiment à les faire le plus rapidement possible, d'une part pour vous enlever ce stress-là, mais également pour pouvoir planifier votre arrivée à Montréal à temps.
Donc, autre question. Merci, Salim. Je voudrais savoir s'il y a des avantages pour les étudiants français à l'Université de Montréal pour étudier là-bas. Donc, le premier élément que j'ai envie de vous mentionner, c'est les ententes entre les gouvernements canadiens et les gouvernements belges et francophones. Donc, ce que ces ententes-là, ça veut dire, c'est qu'un étudiant français ou belge francophone vont payer les mêmes prix ou sensiblement les mêmes prix qu'un étudiant québécois pour venir étudier ici, ce qui nous rend extrêmement compétitifs sur le marché nord-américain, même sur le marché mondial, pour des études universitaires, pour des candidats qui viennent de la France ou de la Belgique francophone. Ça va vous coûter vraiment moins cher venir étudier ici. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur le sujet? Est-ce que vous avez croisé beaucoup d'étudiants français, vous, dans vos cours? Bien, si je peux, c'est sûr qu'à l'Université de Montréal, on a quand même une grande population d'étudiants français. Donc, c'est sûr que oui, ça crée un petit sentiment d'appartenance, là, je pense. Ne serait-ce que par la langue. Hein? Exactement, Ouais. exactement. Puis, tu sais, même outre l'Université de Montréal, juste dans la ville de Montréal en général, tu sais, on en a là, des grandes communautés de grandes Français. communautés de Français. Donc, c'est ça, c'est vraiment votre petite communauté. Là. Donc, vous venez ici puis vous retrouvez un peu vos sources. Oui, puis ils nous disent souvent qu'on est un peuple extrêmement chaleureux et accueillant et qu'on a, comment dire, des expressions colorées bien à nous, mais ils sont tout le temps contents de les apprendre puis de noter ça dans leur petit calepin puis d'apprendre le québécois rapidement après leur arrivée. Puis c'est fascinant comment leur intégration se fait rapidement. C'est les références culturelles, ça vient un peu plus tard, mais la barrière par la langue étant affaissée, c'est vraiment super de voir autant d'étudiants français qui payent en plus le même prix que nous. Donc, c'est un super avantage. Et il y a aussi des façons de retourner faire des échanges à l'international. Si vous venez, par exemple, de la France, vous venez étudier ici en communication, par exemple, bien, vous allez pouvoir repartir faire des échanges à l'international en France ou ailleurs. Donc, oui, à Montréal, mais après, ça vous ouvre les portes de l'international. Puis pour des week-ends à Montréal, bien, il y a toujours les États-Unis qui sont vraiment pas très loin. New York, Boston, c'est accessible. Nous aussi, on peut aller à la ville de Québec. Bref, il y a plein de façons de prendre la voiture en une fin de semaine puis de faire des escapades, de voir les belles couleurs dans les arbres. Donc, voilà. Comment savoir quels programmes sont contingentés? Donc, le mot contingenté, sûrement que ça sonne la cloche à plusieurs personnes. On dit des programmes contingentés, des programmes à capacité d'accueil limitée. Donc, ceux qui, on va dire, qui sont très contingentés, ça va être, par exemple, le droit ou la médecine, où on va recevoir un immense volume de candidatures par rapport au nombre de places qu'on a à offrir. Donc, c'est ça, ces deux métriques-là qui créent le contingent. Habituellement, quand un programme est contingenté, pour les cégepiens, on va vous indiquer donc qu'il y a une cotère minimale, donc la cotère de la dernière personne admise au cycle d'admission précédent. Pour droit, par exemple, si vous voyez que la cote est autour de 31, 31,2, 32, c'est que, bel et bien, il y a un réel contingent et que nous, comme on admet uniquement sur la base des cotères pour les cégepiens, on admet d'abord les plus hautes et on descend la liste jusqu'à ce que le contingent soit rempli. Il y a certains programmes qui ont un contingentement pas mal plus petit. Donc, ceux-là, ils vont juste avoir un seuil minimal. Donc, on a plusieurs programmes qui ont un seuil minimal, par exemple une cote à 22 ou une cote à 25. Donc, tant et aussi longtemps que vous comblez cette cote-là, bien, votre admission dans le programme devrait se faire sans trop de problèmes. J'ai comme envie de te poser la question de ton historique avec la cotère. Est-ce que c'était conflictuel, fluide, doux? Bref, c'était quoi ton combat intérieur avec la cotère? Ouais, c'est jamais facile là, quand t'es une cégepienne, puis de devoir... tu sais, c'est un gros facteur de stress, je pense, quand t'es au cégep, de devoir penser à la cotère, parce que, comme Catherine disait, là, c'est pas mal le seul facteur, d'admission. Ouais. Exactement, merci. Donc, c'est sûr que c'est stressant. Moi, dans mon cas, j'ai eu la chance de pas devoir être trop stressée parce que je rentrais en enseignement qui était un programme où est-ce que la cotère minimale n'était pas trop élevée. Donc, c'était quand même... à ta portée. Était, exactement. Ouais. Donc, c'est ça. Puis, par les faits même, j'ai eu la chance d'avoir l'opportunité, en fait, de pouvoir choisir un programme au cégep qui me passionnait plus. Donc, moi, je suis allée au cégep en arts, lettres et communication parce que, justement, j'avais pas de préalable de cours ou quoi que ce soit pour rentrer dans mon programme d'enseignement. Donc, dans mon expérience à moi, ça s'est bien passé. Ouais. Mais c'est ça, j'ai quand même vu là,